Bon, il y a peut-être des différences fondamentales, mais il y a surtout une stimulation des cerveaux qui a été différente de par les conditionnements à travers les rôles. Et à travers les âges. Les rôles et les âges. Oui. Et il est clair qu'une femme qui, au départ, était cultivatrice et cueilleuse, beaucoup plus qu'elle n'était chasseuse, a forcément développé des qualités différentes en termes d'observation. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le chasseur va travailler dans la rapidité, alors que le cueilleur va travailler et le cultivateur va travailler beaucoup plus dans la durée. Et oui, c'est très intéressant cette division. Mais on le voit bien dans la procréation. procréation. Cerveau gauche, mais il faut en plus tenir compte du corps calleux, car on est loin d'avoir fait le tour des potentialités du corps calleux, qui est certainement celui qui permet la communication entre les deux cerveaux, et c'est l'interconnexion des deux cerveaux qui en fait la puissance. Là, M. Vizière soulève un lièvre intéressant qui me plaît beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas le même rapport au temps. C'est-à-dire qui peuvent agir dans un temps très court. Par exemple, le fait de faire un enfant, pour un homme, ça peut prendre quelques secondes. Et pour une femme, ça va prendre 9 mois. Et cette inégalité par rapport au temps, ce qui correspond à un problème de focalisation d'énergie, je ne sais pas, à quelque chose une énergie qui peut être concentrée très puissamment sur un instant très court, ou au contraire qui doit se dérouler, déployer sur une grande durée. Mais c'est clair que ce sont différents hommes-femmes, il y en a quelques-unes fondamentales. C'est toute la différence entre le sprinter et le marathonien. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on n'a pas abordée tout à l'heure Donc, mais ça, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas forcément changer. C'est un changement. Alors, et deuxième question, est-ce que ça s'est transmis ? Je pense que ça s'est transmis culturellement, génétiquement, j'en sais rien. Voilà. Je ne suis pas certain que ce soit génétique, parce qu'en fait, rappelez-vous, dans certaines théories, le temps n'existe pas. En fait, le temps est une division humaine. En tout cas, sur le rapport au temps, il semble qu'il y a des choses qui se soient perpétuées. Au niveau des rapports, au rapport au temps, c'est vrai que, par exemple, il semble que les femmes soient plus capables de mener à bien un travail relativement astreignant et même pénible, sur une longue durée, alors que les hommes ont plutôt des impulsions comme ça, très, très brèves quelque part, mais très puissantes. Oui. Mais là, vous touchez... Alors ça, et d'où ça vous avez découvert ça comment ? Alors, c'est récent, cette façon de parler ? Vous êtes... J'observe. Oui, non, mais c'est ça. Alors justement, c'est très intéressant. Tout à l'heure, on parlait du regard. Le regard de l'autre, c'est aussi le regard d'un groupe par rapport à l'autre. Comment les hommes perçoivent les femmes, comment les femmes perçoivent les hommes. Je crois que quelque part, quand on est dans un groupe, on ne se perçoit pas très bien soi-même. C'est le regard des autres. Par exemple, moi, quand je regarde je crois que, par exemple, pour dire un truc qui va peut-être énerver Chantal, je pense que les hommes comprennent mieux les femmes qu'elles-mêmes, en quelque sorte. Parce qu'ils les perçoivent dans... Non, là, je suis pas d'accord. Non, mais je veux dire qu'ils les captent dans leur globalité et non pas dans leur individualité particulière. Et éventuellement, peut-être que les femmes perçoivent mieux les hommes que les hommes ne se comprennent eux-mêmes. Le regard extérieur, vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'est un miroir très important. Je vais vous citer Malraux. Malraux a dit « Le plus mal placé pour parler de son bocal, c'est le poisson rouge ». Ben oui, voilà. Donc, tout à l'heure, vous étiez d'accord pour dire que le regard de l'autre était important. Et bien, je crois aussi qu'on va découvrir qu'il y a des faits fondamentaux qui ne sont mis en évidence que parce que ça vient de l'extérieur et parce qu'il y a... Le regard est révélateur. Oui, par exemple, on sait que pour parler des Français, parfois les étrangers parlent mieux des Français et de ce qui les caractérise que les Français eux-mêmes, etc. Il y a le regard extérieur, il y a la prise de distance, qui sont des choses essentielles, et puis un moindre investissement affectif, peut-être, qui permettent... En même temps, tout dépend de l'orientation du regard. Rappelez-vous ce qu'a dit Sartre. L'enfer, c'est les autres. Oui, alors justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé du regard, c'est Sartre, c'est aussi Lévinas, c'est des gens comme le regard, par exemple, sur la question juive, par exemple, Sartre dit des choses assez fortes, peut-être exagérées, mais enfin, il dit que les Juifs sont le résultat du regard de l'autre. Enfin, je veux dire, à la limite, ça va très loin. Mais en tout cas, ces échanges, ces regards croisés, c'est extrêmement important. On apprend beaucoup de la façon... Et inversement, par exemple,
les autres, l'autre groupe, on le perçoit toujours dans une sorte de flou. Par exemple, prenons le cas par exemple, je vous présente par exemple une cinquantaine de Noirs ou une cinquantaine d'Asiatiques. Vous aurez beaucoup de mal à les distinguer les uns des autres si on vous les remontre plus tard. Alors qu'on vous montre 50 Occidentaux, vous saurez beaucoup plus les capter. Et inversement. C'est-à-dire que l'étranger nous capte dans notre globalité, mais ne nous capte pas dans notre individualité. Les études ont été faites là-dessus, sur le fait de reconnaître les mêmes traits. On a beaucoup de mal à reconnaître, à distinguer dans une catégorie qui nous est étrangère, à distinguer les gens les uns des autres. Terrible, c'est terrible. Alors inversement, avec les gens qui font partie de notre groupe, on peut distinguer des milliers de distinctions qu'on ne pourrait pas faire avec le groupe extérieur. Parce qu'on n'a pas été conditionné. Oui. Je suis sûr que si vous avez vécu 10 ans avec les Noirs, vous êtes capable de distinguer de la même manière que vous distinguez les Européens. Oui, ça peut être un phénomène. Alors justement, là, on est dans le. Bon, mais malgré tout, jusqu'à un certain point, je pense que si on n'appartient pas au même groupe, enfin, la question est de savoir si être noir, c'est une catégorie fondamentale ou c'est une simple catégorie culturelle. Mais c'est quand même des choses qui sont lourdes. Hein, c'est des différences lourdes. On va oublier les couleurs, on va pas de différence intéressante. Oui, et même par exemple au niveau des pays, les gens au sein d'un même pays, ils vont percevoir des tas d'informations et quelqu'un qui débarque de l'extérieur, il va tout mélanger, il va pas voir les différences. C'est pour ça qu'un étranger, parfois, il fait des erreurs d'appréciation des gens avec lesquels il a affaire, parce qu'il ne sait pas, il ne capte pas tout de suite qui est la personne, où elle en est par rapport à d'autres personnes. Il va être un peu à l'aveuglette. C'est la perception, c'est la perception culturelle. Oui, perception culturelle, peut-être plus que ça. D'accord, écoutez, alors vous étiez en train de me dire quel était l'usage alors de la machine de Patrick Vizier. Vous aviez quelque chose à nous dire à ce sujet? Oui, mais enfin non, justement, c'est encore une fois, c'est intéressant d'avoir le regard extérieur. Non, mais par rapport effectivement à ce que donne la machine, je pense qu'il y a toute une série de données qu'elle permet d'avoir, qui donnent des orientations, qui permettent de simplifier les voies, effectivement, les voies qui sont bonnes pour trouver ces dons. Oui. Selon qu'on soit plus ou moins extraverti, plus ou moins introverti, on ait un cerveau, qu'on soit plus limbique ou cortical, oui. Qu'on soit... C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans votre propos, il y a une contradiction qui me paraît assez évidente. Oui. C'est qu'à la fois, vous essayez et ça me paraît gênant, même à la limite, à la fois vous parlez des dons propres aux uns et aux autres, et à la fois vous me dites que ces dons, on peut les dépasser, et que les dons, au fond, ce que fait l'autre, on peut aussi le faire à sa place. Enfin, je veux dire que quelque part, il y a une plasticité qui ferait que finalement les femmes pourraient faire des choses que les hommes font, etc. Donc à la fois, on nous parle de différenciation. Pourquoi le don serait-il sexué? Non, mais je veux dire que la grande question, c'est est-ce qu'on est là pour différencier ou est-ce qu'au contraire, on est là pour montrer que la personne peut faire ce qu'elle croyait ne pas pouvoir faire, en quelque sorte. C'est pas tout à fait ça. Le don, on arrive avec un don sur Terre parce qu'on a des choses à faire avec. Et en fait, c'est l'usage du don qui révèle les autres dons. Autrement dit, c'est l'ouverture d'un canal. Et le don, qu'est-ce que c'est? Il faut une définition de ce qu'est un don au départ. C'est à la fois une énergie et un savoir. Je répète que vous êtes co-auteur de cet ouvrage quand même, oui. Nous avons tous les dons, tous des dons. Le don est une énergie et un savoir. Et le tout repose sur la prise de conscience du don. Et plus, mais il ne suffit pas d'en avoir pris conscience, il faut en arriver à l'usage. Et c'est l'usage qui élargit le canal et qui ouvre la porte à notre don. Ce qu'a dit, oui. Voilà. D'ailleurs, je pourrais jouer sur les mots. Est-ce que c'est nous avons tous des dons, ou est-ce que nous avons tous les dons? Nous avons virtuellement. Virtuellement. Non, mais je dis qu'on pourrait. Il suffirait de changer une lettre pour poser des questions, parce que finalement, on a l'impression qu'à un moment donné, on dit nous avons tous certains dons, et en même temps, du fait justement de la recherche actuelle, on pourrait se dire, mais après tout, aucun don ne nous est complètement étranger. Ah non.
dire la question de savoir, parce que madame parlait tout à l'heure de le travail intérieur, moi je disais, on perçoit aussi ce qu'on est à travers le regard extérieur, on perçoit aussi ce qu'on veut être par rapport à ce que font les autres, et donc on n'est pas complètement à l'écoute de soi-même. On ne peut pas avoir le don qui ne nous vient pas de la source. Oui. Donc on peut se faire des idées, on peut s'imaginer avoir des dons qu'on n'a pas. Alors je veux dire, quelqu'un qui s'imagine avoir, alors ça j'ai beaucoup travaillé là-dessus, quelqu'un qui s'imagine avoir un don qu'il n'a pas, va s'épuiser à l'avoir Bien et sûr. n'arrivera jamais au même niveau que quelqu'un qui a Ben le don. voilà. Le plus bel exemple, c'est Amadeus. Amadeus, si vous avez Salieri et Mozart. Oui. Salieri qui connaît toute la musique, mais tout. Mozart qui a le don de la musique. Oui. Et Salieri est foudrage contre Mozart, Oui. parce que l'autre, en travaillant 10 fois moins que lui est largement supérieur. On retrouve la question du temps Voilà. qui n'est pas le même pour tout le Mais monde. le temps n'existe pas dans le don. Oui, donc effectivement, c'est que cet énervement, on se dit pourquoi lui c'est pas facile, et puis pour moi c'est laborieux, c'est besogneux. Ben, c'est ce qui crée l'envie. Mais Voilà. en fait, c'est d'où le travail intérieur à faire, puisqu'on ne peut pas avoir le don que l'on n'a pas, ou auquel on n'a pas accès. Et si on n'y a pas accès, il y a tout un travail à faire pour savoir pourquoi on n'y a pas accès ou comment faire pour y avoir accès. Oui, mais est-ce que les gens ne mettent pas du temps pour s'apercevoir qu'ils n'ont pas ce don justement? Est-ce qu'on risque pas de les inciter à chercher quelque chose qu'ils n'ont pas, ou à développer quelque chose qu'ils n'ont pas? Donc c'est une question d'ego et d'envie. Oui. Et c'est une question de méconnaissance de soi, où on confond ce qu'on est et ce qu'on aimerait être. Oui. Et de conditionnement social. Oui. Un père, par exemple, qui veut que son fils soit un grand tennisman, va lui faire plein de choses pour le tennis, mais si le môme il n'a pas le don, il ne sera jamais un grand. Bien sûr. Regardez les petits as à Tarbes en ce moment. Ils sont 300, il n'y en aura que 20 qui vont devenir pros. Oui. Oui, donc effectivement, on ne sait pas très bien dans la motivation de recherche des dons ceux qu'on a vraiment et ceux qu'on nous a laissé croire qu'on avait ou qu'on voudrait bien avoir. Il y a une partie d'illusion, à mon avis, dans ce rapport que nous avons à nos dons. Il faut être dans l'authenticité, et voilà, il faut être honnête avec soi. Puis il y a la projection des Il faut parents. pas être dans le fantasme. Oui, voilà. Et voilà. Non, je veux dire que on ne peut pas faire abstraction de tout un ensemble de choses qu'on s'imagine avoir et qu'on n'a pas forcément. On n'est pas forcément branché que sur soi-même. Donc, tout à l'heure, je disais, finalement, dans beaucoup de cas, on est presque dans une sorte de mimétisme. On voudrait avoir ce que l'autre a. J'ai une histoire magnifique là-dessus. C'est un garçon que j'ai connu qui était très beau. Et sa mère lui disait, il est beau. Alors, sa mère pour moi, il est beau mon fils, il est beau. C'est fait pour faire un acteur de télévision. Et un jour, tout fier, il annonce à sa mère, maman, sois contente, je suis devenu téléacteur. Ah oui, téléacteur, ça veut dire quelqu'un qui travaille dans le commercial. Voilà, au téléphone. Voilà, mais c'est une histoire très mignonne. Et elle nous sort vrai en plus. Oui, non, mais c'est plus facile de devenir téléacteur. Mais quoi qu'il faut quand même avoir des dons aussi pour être un bon télécommunicant. Quelques compétences en tout cas. Il ne faut pas forcément des dons. Mais merci beaucoup.